utiliser les données pour partager des données, mais aussi surtout des connaissances sur les données, des expériences. Mon nom c'est Peter Verhoeven, je suis directeur central du Centre de recherche sur la gestion de l'eau au Québec. Je suis content que notre co-organisateur, Super Doit, est ici aussi avec son équipe. On fait pas mal de choses ensemble avec EDS et Central parce qu'on a quand même des objectifs similaires, différents mais similaires, puis on se trouve régulièrement. Donc, EDS et Central organisent cette table ronde. Pas ronde, mais l'idée c'est d'inclure vous dans la discussion. Puis le rond, c'est l'ODD, Objectif de développement durable. On devrait toujours tous avoir une petite. Comme ça coûte $7 pour deux. Vous pouvez l'acheter auprès des Nations Unies. Vous voulez en ligne. Moi, je l'ai acheté pour tous mes étudiants parce que c'est important d'avoir le message et de le partager. Donc, les autres objectifs de développement durable, c'est. Bonjour, vous allez juste à votre chaise est à l'extrême gauche, je vais dire, droite, gauche, choisir. Donc on a notre table ici maintenant qui est complète. Je vais vous les présenter rapidement, parce que chacun va présenter un peu ce qu'ils ont fait, c'est quoi leur objectif sur la valorisation de données en vue du développement durable. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que les ODD nous forcent à récolter des informations, parce qu'on est censé développer des indicateurs qui sont définis. C'est chaque pays qui doit le faire, puis les données vont venir des gens comme vous qui collectent, évaluent, augmentent la qualité des données pour qu'on puisse donner la vraie valeur de ce qu'on est en train de faire en vue de ce qu'il faut arriver en 2030 avec les autres produits. Donc, de gauche à droite. François Proulx de l'Université Laval, avec plein de connaissances et expertise de la Ville de Québec. Timothée Poiseau, professeur à l'Université de Montréal, de l'Observatoire sur la biodiversité. Malheureusement, on n'a pas M. Benoît, professeur Benoît de Lamarche, de Pulsar, il n'est pas pu venir, il est tombé malade ce matin, donc on n'a pas pu trouver rapidement quelqu'un qui pourrait prendre sa place. Oh. Je ne parle pas assez fort apparemment. Gaël, non, faute. Pierre-Thomas Poulin, le pilote du portail des connaissances de l'eau, du ministère de l'Environnement et la lutte contre le changement climatique. J'ai cherché le L. Lutte, c'est un peu négatif. Hein? Puis Gaël Damestoy, conseiller d'affaires et partenariat de la MLCC. Puis Andréane Bastien, directrice générale d'Observatoire global de Saint-Laurent. Et finalement, Mélanie Delonchamp de l'Appel du Nord de Ville de Québec, on dirait. OK, avec ces 6 personnes, on va avoir de l'information. Tous sont préparés 5 minutes, peut-être 10 minutes de présentation pour alimenter la discussion. Je vais vous permettre de poser quelques questions immédiatement après chacun, mais après on va faire quand même une table ronde pour se confronter un peu les façons de faire, les idées, et voir comment on peut vous donner une information qui est pertinente pour que vous puissiez réfléchir plus loin sur qu'est-ce qu'on fait pour la valorisation des données en vue de tels objectifs de développement durable. Quelque chose sur moi. Moi, j'utilise les données. Je suis en qualité de l'eau, surtout. Moi, j'aime pas les cimetières de données. J'aime pas me noyer dans les données. Donc, c'est un défi de récolter dans le big data, de récolter plein de données, mais être capable de faire de l'information et de la décision après. C'est ça le défi que vous êtes tous devant. Puis j'ai hâte de voir vos opinions et de discuter de ça. On va commencer avec le PCE, si ça vous va. Puis je pense que c'est Gaël qui va donner la présentation. Puis elle va être pilotée par Pierre Thomas. Okay. Je vous donne la parole. Si vous avez d'autres choses à dire sur vous-même, faites-le, si c'est intéressant pour le public. Oui, il faut que je passe ça apparemment. Oui, merci. Bon, le temps est précieux et limité, fait que je vais plutôt parler du PCE que de moi, ça va être bien plus intéressant. Bonsoir à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Pour alimenter le débat, dans le fond, on s'en est tenu à une présentation vraiment
de base du portail, et puis ça va me faire plaisir après d'échanger avec vous. Oui. Okay. C'est bon comme ça? Oui. Donc, rapidement, ça prend toujours un bref historique un peu sur la genèse du portail des connaissances sur l'eau. On va y aller avec la fameuse loi sur l'eau de 2009 qui affirme le caractère collectif des ressources en eau. Cette loi de 2009 a généré, entre autres, la création du Bureau des connaissances sur l'eau. Puis, le Bureau des connaissances sur l'eau a créé les fondements du portail qui se sont étalés sur plusieurs années, jusqu'en 2018 où le portail des connaissances sur l'eau a officiellement été mis en ligne, puis soutenu dans son déploiement par la stratégie québécoise de l'eau. Donc, au moment où je vous parle, ça fait un petit peu plus d'1 an que le portail est maintenant en ligne. Ça aussi, on pourra en parler. Je pense que ça peut alimenter de bonnes discussions sur finalement les premiers constats de la mise en ligne d'un tel outil. Avant cela, qu'est-ce que le portail des connaissances sur l'eau? Puis, j'aimerais vraiment m'arrêter sur d'où est sortie cette idée, outre la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau. Le Bureau des connaissances sur l'eau, quand il a été créé, s'est posé différentes questions, a fait l'état de la connaissance, a contacté différents partenaires, autant dans les ministères qu'à l'externe, pour se demander où elle est cette connaissance, sous quelle forme, a-t-on de la connaissance, etc. Puis le constat a été de voir qu'il y a énormément de connaissances qui existent, mais elle est sous différentes formes, à différents endroits. Puis la plupart du temps, les gens, les organisations se demandent quoi utiliser, comment, où la chercher. D'où l'idée, en fait, le portail des connaissances sur l'eau a été créé sur ce constat-là. Donc quand on a monté l'architecture, le but, ça a été, comme tout portail finalement, de rassembler la connaissance existante. Mais on s'est dit, on va aller au-delà de ça. On va aussi en générer de la connaissance. Et comment en générer? Le but, c'était pas d'être nous-mêmes de la générer. Il y a beaucoup d'acteurs de l'eau, beaucoup de monde qui ont cette connaissance, donc c'est de la faire ressortir, d'où l'idée du volet de collaboration. Parce que vous êtes peut-être plusieurs à travailler dans ce mode-là. Lorsqu'on collabore, on génère de la connaissance. C'est un peu un pari qui a été fait en 2013 quand l'architecture a commencé. Puis, vous allez le voir, on va le voir dans les différents outils, les résultats sont extrêmement positifs, donc on pourra en rediscuter après, mais en tout cas, je vais y revenir. Donc, le portail des connaissances sur l'eau, la connaissance, on va la chercher avec 3 formes d'outils. Le premier outil est sous forme de contenu. Alors là, c'est de base, je veux dire, on va sur le portail des connaissances sur l'eau, on dépose son contenu, et après, on a mis en place des outils de recherche qui permettent d'avoir accès à ce contenu-là de manière rapide, efficace, par le biais de mots-clés. On est même allé, comme pour le moment le portail est assez récent et qu'on est conscient que ce n'est pas exhaustif, on est allé créer un outil de recherche Google, donc qui vient compléter avec une liste de sites, d'organisations partenaires, qui vient compléter des recherches qui peuvent être faites. Donc ça, c'est pour la partie contenu. Après, on a toute une partie données. Donc, sur le portail des connaissances sur l'eau, que je vais appeler PCE maintenant pour faire plus court, on a accès à l'atlas du ministère de l'Environnement. Donc, il y a à peu près plus de 500 couches de données qui sont déjà disponibles. Puis, à partir du moment où vous êtes abonné au portail des connaissances sur l'eau, vous avez accès à cet atlas et vous pouvez visualiser l'ensemble de ces couches-là. Quand vous arrivez sur l'atlas, on a déjà fait une première sélection parce qu'il y a plusieurs types de données différentes. Là, on a monté comme une session eau, donc quand vous arrivez sur cet atlas, vous avez déjà accès aux couches de données qui sont disponibles. Là encore, on est conscient que ce n'est pas exhaustif, puis le but, c'est d'aller chercher l'existant. Donc, on fait aussi des partenariats avec d'autres bases de données, comme nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'Andréane Bastien, qui fait partie de l'OGSL, qui est par exemple un exemple d'autres plateformes où il y a beaucoup de données
concernant le Saint-Laurent. Donc, c'est de s'asseoir avec ces personnes-là et de voir comment mettre en commun la donnée, comment collaborer pour justement optimiser toute cette connaissance qui est déjà existante. Le troisième outil, comme je viens de le dire, on part sur de la collaboration. C'est un outil qui est très populaire depuis la mise en ligne du portail, ce sont les sites de collaboration. Alors dit de même, ça a l'air de rien, mais un site de collaboration, c'est vraiment un espace de travail virtuel. C'est comme si on était tous là aujourd'hui, mais de manière virtuelle. Vous créez vous-même un site, vous invitez les personnes que vous avez besoin d'inviter dans le cadre de votre projet, et au sein de ce site-là, vous mettez tout le contenu que vous avez besoin pour que les personnes échangent autour de votre projet, pour pouvoir alimenter, etc. On sait que maintenant, les projets, vous avez sûrement plusieurs partenaires qui sont un petit peu aux quatre coins de la province, voire du monde. Donc, c'est bien d'avoir un espace de travail. Puis les sites de collaboration, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Vous avez des calendriers, en fait, plusieurs outils qui permettent une gestion de projet optimale. Donc, vous avez des calendriers, possibilité de faire des forums. Quand vous mettez aussi vos documents, par exemple un document Word, si vous voulez que vos participants mettent chacun leurs commentaires sur ce document, c'est possible de le faire en simultané. Donc, il y a un versionnement, ce qui évite en fait d'échanger des courriels et de perdre du monde en passant. Et ces sites de collaboration, pourquoi ils sont très populaires? Parce que on peut voir ça dans le cadre d'un projet, ça optimise la gestion de projet, mais pas seulement. On a vu présentement, il y a plus de 130 sites de collaboration sur le portail en à peine un an. Il faut savoir que dans chaque site de collaboration, il y a de quelques personnes à quelques centaines de personnes qui sont dessus. Il y a des sites de collaboration qui se sont montés pour des communautés de pratique. Comment on fait pour... les gestionnaires de cours d'eau, ils vont échanger ensemble sur leurs meilleures pratiques. Ça va éviter, même si on sait que le bouche à oreille, ça marche, etc., quand on est à l'échelle de la province et qu'on a un super de bons documents qu'on aimerait partager, on va sur le site de collaboration. On sait que là, c'est une référence. On sait qu'on partage la meilleure des connaissances. On sait que c'est nos pairs qui partagent ce document-là. Donc, on va plus vite, mais aussi, on génère d'autres connaissances parce qu'on le sait que d'un point de vue économique, connaissance plus connaissance, ça fait pas 1 plus 1 égale 2, là, ça fait 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'on échange chacun notre connaissance, puis on en génère une nouvelle. Fait que on peut dire que la connaissance est très rentable de ce point de vue-là. Puis c'est un peu ce qui s'est passé sur le portail. Le fait d'avoir tous ces sites-là de collaboration a généré de la connaissance supplémentaire, puis a rapproché les gens dans le cadre de projets, dans le cadre de leur profession respective. Donc, je vous dirais, quand je disais tantôt, est-ce qu'on a gagné le pari? Oui, en effet. Pour le moment, on peut dire que miser sur le fait de collaborer pour accroître la connaissance, on peut dire que ça fait partie d'une équation gagnante. Ce n'est pas la seule, mais ça fait partie d'une équation gagnante dans ce cadre-là. Bien que tout ceci soit virtuel, il faut quand même des humains derrière. Le portail des connaissances sur l'eau, c'est aussi une équipe au ministère. Nous sommes 2 présentement aujourd'hui. Il y a aussi une autre personne. Donc, c'est aussi ça qu'on offre, du soutien. Si vous avez besoin de créer des sites de collaboration, si vous voulez savoir comment vous pourriez collaborer de manière optimale, vous avez un numéro, on est joignable, on se rencontre, on fait des réunions, etc. Donc, ça aussi, je pense que c'est bien important d'être présent pour accompagner les personnes qui, souvent, on manque d'outils, on manque de temps. Fait que d'avoir cette présence-là renforce, là encore. Je vais m'arrêter là, je m'excuse, j'ai déjà dû dépasser. En tout cas, c'est bon, merci. Merci. Je pense que tu dois parler comme ça. Hein? Restez là. On va donner la parole à peut-être 1 ou 2 questions spécifiques. Oui, super. Je veux des questions spécifiques pour ce sujet parce qu'on va avoir le plus général. Oui, donc on me demande justement si on a des demandes à l'international, comment on fait pour gérer ceci.
Souvent, les demandes à l'international sont faites dans le cadre de sites de collaboration. Ce qu'il faut savoir dans les sites de collaboration, c'est que il y a la possibilité de donner, quand on crée un site de collaboration, on donne 3 statuts. On peut le donner public. À ce moment-là, toutes les personnes du PCE peuvent voir ce site-là et y entrer directement. Après, on peut mettre un site sous forme semi-publique. Donc là encore, toute la communauté du portail le voit, mais au moment d'y entrer, en fait, ça envoie une demande à l'administrateur qui l'accepte ou la refuse. Puis enfin, il y a une troisième option qui est un site de collaboration privé. Ça, c'est une option qu'on a donnée parce qu'il y a des personnes qui gèrent de la donnée sensible, qui gèrent des projets qui n'ont pas, au stade où le projet est rendu, besoin encore de le mettre accessible à tous. Donc, ils se mettent en statut privé. Puis là, à ce moment-là, le site n'est même pas visible par la communauté. Donc, c'est à vous. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire des demandes, mais surtout dans le site privé, comme ce n'est pas visible par personne, c'est à vous de gérer les invitations. Quand vous gérez une invitation, quand vous êtes administrateur d'un site de collaboration, vous en avez l'entière gestion. C'est vraiment un outil qui est à vous. On n'a pas le droit de regard là-dessus, à moins qu'on nous rapporte des comportements inappropriés. Mais nous, on n'est pas une police. On a mis à disposition un outil, on fait de l'accompagnement, puis on gage sur le fait que les gens qui viennent là, ce sont des professionnels. D'ailleurs, quand vous abonnez au portail des connaissances sur l'eau, ce n'est pas anonyme, c'est nominatif. Vous avez votre nom, votre prénom, votre organisation. C'est en tant que professionnel que vous échangez sur ce portail. Donc, c'est un espace professionnel. C'est que nous, on n'a pas à juger que ce qu'il dit ou pas, c'est correct ou pas. Puis les gens se gouvernent assez bien là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, quand vous êtes sur un site de collaboration et que vous en êtes l'administrateur, vous gérez vous-même vos invitations. Et qu'une personne que vous souhaitez inviter, puis qui est à l'externe et qui n'est pas abonnée au portail, elle va recevoir une invitation au site de collaboration. On va dire telle personne vous invite au site de collaboration. Puis là, si elle accepte d'être sur votre site de collaboration, à ce moment-là, elle va devoir auparavant s'abonner au portail. Si nous, on estime par exemple que la personne n'a absolument rien à voir avec la gestion de l'eau, le but n'étant pas, encore une fois, de sanctionner ou quoi que ce soit, on va quand même lui donner l'accès à votre site de collaboration, mais elle n'aura pas accès au contenu commun. C'est un petit peu ça la nuance. Mais donc, dans tous les cas, les personnes que vous inviterez sur votre site de collaboration seront acceptées. La seule nuance, c'est que si c'est une personne qui est complètement en dehors du domaine et puis qui n'a pas forcément un intérêt à alimenter tout ce portail-là, on ne leur donne pas accès au volet commun. Est-ce que ça répond D'accord. Une autre petite question? Oui. Attendez. Bonjour. J'avais une question par rapport aux entreprises privées. Oui. Nous, on a essayé justement de s'inscrire au PCE et on s'est fait refuser l'accès parce que justement, on était une organisation à but lucratif. Moi, je suis hydrogéologue. Mon but en ce moment, c'est de faire des aires de protection pour les prélèvements d'eau souterraine. Je pense que l'accès à un site comme ça, pour nous, ça serait vraiment une bonne affaire parce qu'il y a plein de données et justement, il y aurait peut-être moyen de parler avec d'autres gens qui travaillent dans le secteur, ce site précis. Pourquoi refuser l'accès au monde privé qui, lui aussi, en plus, pourrait contribuer à fournir des données et compléter, enfin, donner pas mal d'informations sur des secteurs où ils ont travaillé précisément? Oui, merci. C'est une excellente question. En fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le cadre du portail des connaissances sur l'eau, la stratégie qui a été adoptée, c'est que on y va par étapes au niveau des approbations. On a commencé pour le moment avec les organismes qui étaient mandatés par les ministères parce que faut comprendre qu'on a créé le portail des connaissances sur l'eau, c'était comme un peu une coquille vide, vu que le but c'était que chacun alimente et génère de la connaissance. On s'est dit on va pas mettre ça dès le début accessible à tous, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont arriver sur le portail, ils vont voir qu'il n'y a rien, ils vont se dire c'est nul, je reviens pas. Fait que le but c'était au début de combler, en fait, de rendre cet outil-là attrayant. Donc, dans un premier temps, on a ciblé une clientèle qu'on a dit prioritaire, c'est-à-dire finalement les professionnels avec qui on avait des contrats directs, qu'on travaillait directement avec. Il y a comme un... Puis, dans un deuxième temps,
le but était de voir un petit peu les partenaires de ces personnes-là selon les besoins. Et en effet, dans votre cas, c'est tout à fait à propos. Il y a plusieurs demandes qui ont été faites de personnes d'organismes comme le vôtre qui disaient, ben, nous, on a beau être privé, en effet, dans les conditions d'utilisation du portail, ça dit que le portail est vraiment pour la connaissance et non, en fait, pour publiciser des services ou quoi que ce soit. Mais là, une fois que vous êtes conscient de ça et que vous acceptez les conditions d'utilisation, vous savez que vous êtes sur le portail pour échanger de la connaissance et non, en fait, pour d'autres raisons. Puis nous aussi, il fallait qu'on teste un peu cet outil-là. Il fallait qu'on voit comment ça se comportait, etc. Donc, je dirais qu'on a eu une approche un peu prudente là-dessus, mais c'est en constante évolution. Puis au fur et à mesure, on continue à accepter de plus en plus de monde pour que le but, en fait, il ne faut pas voir ça comme une exclusion, au contraire. C'est juste qu'on veut que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles et que tout le monde s'y retrouve. Donc, je vous dirais, c'est qu'une question de temps. Puis dans votre cas, ça a été soumis à discussion. On a un comité à l'interne, justement, qui rassemble plusieurs partenaires où on dit on a besoin de tel partenaire pour alimenter les connaissances. Donc, au fur et à mesure, on les a. Puis, on a parlé de vous, justement, récemment. Puis, l'accès maintenant aux consultants qui ont directement des liens avec des projets actuels va être accepté. Donc, je vous inviterai. L'idéal dans ces cas-là, c'est que si vous avez un contact au niveau d'une municipalité ou au niveau d'une direction d'un ministère ou d'une direction régionale, contactez ces personnes-là, dites-leur que vous avez, pour X, Y raison, un intérêt. Soit on vous invite à un site de collaboration, ou carrément on va nous contacter nous en nous disant telle organisation, il faut qu'elle soit sur le portail, fait que nous on va juste débloquer vos accès. Pour le moment, on est obligé d'être un peu restreint comme ça, mais on espère au fur et à mesure du temps rendre ça même accessible à tous. Est-ce que Merci beaucoup. On va passer à un autre intervenant. Ça va être Andréane Bastien, directrice générale de l'Observatoire global du Saint-Laurent. Vous avez aussi une présentation? Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être ici après un petit 3h30 de route pour venir vous rencontrer. On est basé à Rimouski pour ceux qui ne le savaient pas. Évidemment, notre portail est ouvert au monde entier, mais nous, nos bureaux, on travaille de Rimouski. Oui, je suis la directrice générale de l'Observatoire global du Saint-Laurent. Je vais vous parler un petit peu de l'organisme. C'est ça que je prenne, je pense? Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'OGSL? L'OGSL, c'est un organisme qui a été fondé en 2005. Donc, on arrive à presque 15 ans d'existence. C'est une initiative de Pêche et Océan Canada, de l'Institut des sciences de la mer, de d'autres universités, de plusieurs partenaires, de mettre ce portail-là en ligne et cet organisme-là fonctionnel. Donc, on est en opération depuis plusieurs années. L'idée, c'était vraiment de créer une organisation totalement neutre, indépendante. Donc, l'OGSL ne collecte pas de données. On n'a pas d'équipement, on n'a pas de chercheurs chez nous. L'équipe à l'OGSL, c'est une douzaine de personnes, mais c'est majoritairement des gens en informatique. Donc, des programmeurs, des gestionnaires de données. On a des intégrateurs de données, puis des spécialistes en visualisation. Donc, on a une équipe qui est vraiment dédiée à la diffusion de données et non pas à la collecte ou à l'analyse des données. C'est des questions qu'on a eues régulièrement. Donc, les données, notre objectif à nous, notre mission, c'est de les rendre disponibles à tous. Donc, c'est le travail sur lequel on se penche majoritairement. Donc, il n'y a pas d'analyse des données qui est faite chez nous, il n'y a pas d'interprétation. Donc, on laisse ça aux chercheurs, aux spécialistes dont c'est le métier. Nous, notre métier, c'est de rendre les données visibles, découvrables, utilisables, puis d'assurer la pérennité de ces données-là dans le temps avec les outils en informatique qui évoluent à vitesse grand V. Donc, rapidement, on a 48 membres actuellement. Donc, c'est des gens qui, en fait, parmi ces membres-là, on a des gens qui fournissent des données chez nous. Parmi ces gens-là, on a les ministères, que ce soit provinciaux ou fédéraux, qui fournissent des données. On a différents groupes à but non lucratif de différentes organisations, les comités ZIP, entre autres, des organismes de bassin versant qui fournissent des données chez nous.
et quelques organismes privés aussi. Parmi ces membres-là, il y en a certains qui ne fournissent pas de données, mais qui sont des utilisateurs convaincus de la mission de l'organisme et qui veulent contribuer à notre rayonnement, puis à mentionner, en fait, qu'ils utilisent nos données. En fait, nos données, les données qui sont chez nous, c'est pas nos données, c'est les données qui sont chez nous, c'est différent. Donc, c'est la communauté qui tourne autour de l'OGSL. Ça marche pas, ça, il faut que je prenne absolument ça. Hein. Ah, voilà. Dans les grands projets, je vous parle de ce qui est en cours puis ce qui s'en vient. L'OGSL a été identifié comme une des régions, une des associations régionales, en fait, pour mettre en place le système intégré d'observation des océans. L'OGSL était, en fait, au Canada, le premier système intégré d'observation des océans. On était le premier, le pionnier dans ce secteur-là. Maintenant, il y a une volonté canadienne, en fait, de rassembler l'ensemble des données sur les océans. Donc, il y a 3 associations régionales qui sont mises en place. En fait, l'OGSL a été reconnu pour l'association sur le Saint-Laurent, mais aussi pour le portail national. Donc, qu'est-ce que c'est un système d'observation des océans? Donc, c'est différentes activités de monitorage, d'acquisition, d'observation. Donc, vous avez à gauche quelques exemples. Ça peut être des capteurs submergés, des bouées, des données qui viennent de télédétection, etc. Ensuite, il y a un traitement puis une validation qui est effectuée, donc la gestion de données. Ensuite, bon, il y a différents types de bases de données. On a différents modèles. Il y a de l'interprétation qui est faite, des simulations. Donc, ça, c'est fait par d'autres groupes. Et ensuite, on rend en fait accès via la diffusion. Il y a différents formatages qui doivent être faits, de la normalisation et le développement d'applications web. C'est un des volets, en fait, qui nous différencie. Pour rendre les données interprétables, on a développé des outils, je vais en parler un petit peu plus tard, quelques exemples. Et au niveau des applications, bon, vous voyez, il peut y avoir des atlas, des catalogues de métadonnées, différents systèmes d'information et des systèmes de prise de décision. Il y a quelques exemples, en fait, je pourrais en donner plus tard dans la présentation. Puis, quels en sont les bénéfices? En fait, on sait que nos données sont utilisées pour des prises de décision en sécurité civile, en gestion de la ressource, en exploitation, conservation, etc. Je me trompe tout le temps. Donc, ça ici, c'est quelque chose qui n'est pas en ligne encore, c'est tout chaud dans nos bureaux. C'est un screenshot du site qui est en développement pour le portail national. Donc, le portail national et les associations régionales vont avoir la même information qui va être découvrable. L'idée, c'est de mettre en place plusieurs standards. C'est l'interopérabilité de l'ensemble de ces données-là qui est primordiale dans le cadre de ce projet-là. Donc, les données du Pacifique, du Saint-Laurent et de l'Atlantique vont être interopérables et là, on a focusé dans cette première phase-là sur certaines variables qui vont être disponibles sur le portail national, qui vont répondre aux standards de l'ensemble des OOS, donc tous les systèmes d'observation des autres pays dans le monde ou des autres regroupements. Donc, l'idée, c'est vraiment de se coller à cet univers-là et de devenir partie prenante de l'ensemble de la gestion de données des océans au monde. L'industrie maritime, en fait, c'est pour donner un exemple d'application chez nous qui rassemble des données de différents fournisseurs qui sont parmi les plus utilisés. On sait que le monde de la navigation utilise énormément de données. Ils consultent régulièrement nos applications. Donc, conditions maritimes et prévisions océaniques, c'est 2 exemples, en fait, parmi d'autres applications qu'on a sur notre site qui permettent d'avoir un accès aux données en temps réel, multicouche de 20 variables pour conditions maritimes, puis d'avoir les modèles de prévision et niveau d'eau pour l'application prévision océanique. Il y a aussi une possibilité pour, en fait, des utilisateurs fréquents de se créer un compte usager pour pouvoir, par exemple, sélectionner les bouées autour de l'environnement où ils sont, puis d'avoir les données en temps réel. Donc, la personne intéressée à faire la voile ou un échantillonnage, par exemple, ou une sortie de pêche, ou etc. Oups, je vais accrocher l'autre micro. En fait, peuvent créer leur propre petit site, en fait, propre petite application. Un autre exemple, plus en lien avec l'économie bleue, le développement et l'utilisation de la ressource. Nos outils peuvent aussi être utilisés, par exemple, pour identifier un site de production,
avoir évalué les risques, est-ce que c'est le bon moment d'y aller, pas y aller, avec avec les applications dont je viens de parler. Ça, c'est un projet, en fait, c'est un exemple. On a deux projets dans cet ordre-là. Il y avait d'identifier un meilleur site pour une unité de production d'algues, ou à l'inverse, on a aussi un autre projet qui est de déterminer, en fait, les meilleures zones pour récolter des algues dérivantes. Donc, quand on rassemble les données de tout le monde, ça permet de créer ce genre d'opportunité-là, d'avoir accès à beaucoup plus de données. C'est des exemples, en fait, un peu plus proches du milieu industriel, mais je trouvais ça important quand même de le mentionner parce que la recherche, les chercheurs sont habitués de travailler avec les données, mais on a aussi l'industrie qui l'utilise. Maintenant, au niveau, on a une application sur la biodiversité. On est parmi les pionniers dans le monde à avoir ce type d'application-là. C'est très complexe à mettre en place étant donné la diversité des données qu'on a, que ce soit présence, absence, biomasse, etc., le nombre d'espèces. Et de rendre ces données-là standardisées, c'est un super défi. C'est un des défis sur lequel on travaille très fort pour les prochaines années. C'est prévu d'améliorer ça. Il existe des standards internationaux, mais ils ne sont pas nécessairement appliqués partout. Et de les faire appliquer à nos membres, c'est un très grand défi. Dans ce qu'on fait, on a énormément d'accompagnement avec nos partenaires pour les sensibiliser, les former à remplir leur documentation, à remplir les métadonnées. Donc, on a beaucoup de travail à faire. C'est beaucoup de cas par cas. Le travail des intégrateurs de données c'est des informaticiens très sociaux qui doivent parler avec beaucoup de partenaires. C'est la dernière. C'est ça. Je dois avoir fait mon 5 minutes aussi. Bon, je vais vous donner une question. Attends. Non, sinon, parce qu'il y a 30 personnes là. Qui vous finance? Comment vous faites pour vous financer avec 12 personnes à temps plein, j'imagine? Oui, la réponse que j'aimerais vous donner, c'est qu'on a un financement de fonctionnement, mais c'est pas vrai. On est financé par projet. En fait, actuellement, la mise en place du système intégré d'observation des océans, c'est un des gros financements qu'on a obtenu. Je peux en parler parce que ça a sorti dans les médias, c'est signé, c'est connu. Sinon, on a plusieurs petits projets. En fait, de plus en plus, les chercheurs qui ont pris l'habitude de travailler avec nous, quand ils montent leur projet de recherche puis ils savent qu'ils vont collecter des données, ils prévoient un budget dans leur projet pour travailler avec nous, pour les rendre disponibles, mais aussi pour donner une visibilité à leurs données qui est différente des articles scientifiques, ce qui est plus traditionnel. Il y a une nouvelle vague, je dirais, de chercheurs qui sont très ouverts par rapport à ça, puis qui veulent donner une visibilité, puis pouvoir nommer, par exemple, les utilités de leurs données par rapport à l'industrie, par rapport à d'autres chercheurs. Puis on est en train de travailler très fort aussi sur la mise en place des DOI, donc pour qu'il y ait une traçabilité des données. Donc ça va être en place bientôt aussi. Excellent. Merci. Ça me fait plaisir. On aura d'autres questions après. Merci beaucoup. On va passer à M. Poiseau, l'Université de Montréal, 3h30 aussi. Vous venez ici? C'est ça, hein? Vous allez passer le micro. Oui, certainement. On va parler de biodiversité encore parce que vous avez bien fini avec la biodiversité. Ça fait bien pour votre présentation. Vas-y. Merci beaucoup de l'invitation. Moi, je voudrais vous parler je suis Timothée Poiseau, je suis professeur d'écologie quantitative et computationnelle à l'Université de Montréal. Je voudrais vous parler aujourd'hui du projet de l'Observatoire québécois des écosystèmes. Quand je dis projet, c'est que ça fait plusieurs années qu'on y travaille, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille dessus. C'est pratiquement fini, on va lancer les activités de l'Observatoire dans les mois qui viennent. L'objectif, c'est de centraliser les données écosystémiques à l'échelle du Québec et de centraliser ces données à partir d'une infrastructure de recherche informatique moderne, de nouvelle génération. Puis l'idée de départ, la motivation de tout ça, c'est que des fois, pour répondre à des questions simples, comme par exemple, combien il y a d'espèces au Québec? On a besoin d'aller chercher de l'information à partir de dizaines ou de centaines de sources. C'est un travail qui est long, qui est répétitif, qui n'est pas très intéressant à faire, mais qui devrait pouvoir être automatisé d'une certaine manière. Ça, c'est un exemple d'une question. Si on se pose des questions comme combien d'espèces on aura dans 50 ans sous différents scénarios de changement climatique, encore une fois, c'est des choses qui devraient pouvoir être faites de manière automatique sans qu'on ait besoin d'aller le faire nous-mêmes à chaque fois. Puis en travaillant là-dessus sur les dernières années, on s'est rendu compte qu'on avait maintenant des outils technologiques pour faire ce travail.
de manière automatique. Et puis l'objectif de l'Observatoire québécois des écosystèmes, il est double. D'une part, ça va être d'aller tirer les données de différentes sources de manière automatique. Et puis d'autre part, ça va être d'offrir un accès à ce qu'on a appelé des produits de connaissances, donc des synthèses automatisées des données. Puis l'idée derrière tout ça, c'est que si on a des centaines de milliers de sources de données, ça ne veut pas dire qu'on en connaît plus que si on n'avait pas ces données-là. C'est pas vrai. Ce qui fait qu'on en connaît plus, c'est que les données, elles sont agrégées, elles sont synthétisées, et elles sont restituées d'une manière qui nous permet de faire du travail dessus. Donc, comment est-ce qu'on facilite le passage des données jusqu'à l'information, puis de l'information jusqu'à la connaissance? C'est en automatisant l'étape qui est un petit peu plate, qui est de prendre les données, les mettre ensemble et puis les analyser. Tout ça, ça s'appuie sur une politique de science ouverte extrêmement forte où on travaille sous l'hypothèse que tout devrait être ouvert par défaut. Donc les données sont ouvertes, l'ensemble des algorithmes, l'infrastructure informatique, le code de la plateforme est ouvert, puis l'accès est ouvert à tout le monde sans qu'on ait de droit de regard dessus. Ça se reflète aussi dans la composition des partenaires de l'Observatoire québécois des écosystèmes. C'est une quarantaine de partenaires, gouvernement provincial, gouvernement fédéral, municipalités, MRC, mais aussi à des compagnies d'études d'impact, des groupes industriels, des groupes de sciences participatives, des ONG qui œuvrent dans le domaine de la conservation, des groupes internationaux. Et ça reflète le fait qu'il y ait un intérêt pour avoir un accès aux données et aux produits de connaissances qui ne soit pas uniquement du domaine public, soit pas uniquement du domaine académique, peu importe. De manière générale, l'idée de l'Observatoire québécois des écosystèmes, c'est d'être le moins académique possible comme projet. Ce n'est pas notre ambition, on est capable de faire notre travail de recherche nous-mêmes. L'idée, c'est de prendre ce qu'on sait sur la façon d'analyser les données de biodiversité pour que les personnes qui vont travailler avec, qui vont être amenées à prendre des décisions, puissent le faire sur la base de la meilleure information possible. Ça passe aussi par le fait que ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'enraciner les meilleures pratiques d'analyse de données dans les produits de connaissances qu'on va synthétiser, y compris en développant des nouvelles méthodes d'analyse spécifiquement pour les travaux de l'Observatoire. Il y a des choses qu'on aimerait faire mieux que les meilleurs standards du moment. Et du coup, il y a un volet de recherche fondamentale qui est comment est-ce qu'on tire le plus grand parti possible des données de biodiversité et des données écosystémiques pour que l'information qu'on communique, elle soit pas juste, mais le moins fausse possible, et que l'incertitude, elle soit clairement communiquée. L'idée derrière tout ça, c'est pas de faire des recommandations sur comment il faudrait gérer les écosystèmes. L'objectif de l'Observatoire, c'est de rester neutre. On veut avoir ce rôle d'état de référence sur la santé des écosystèmes québécois. Et puis ça implique qu'en tant qu'organisation, on aura une certaine réserve par rapport à ce qu'on pense qu'on devrait faire. Individuellement, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'Observatoire, on a des opinions très fortes sur ce qui est une bonne ou une mauvaise décision pour la biodiversité, pour les écosystèmes. Mais l'objectif de l'Observatoire, c'est de communiquer de l'information et ensuite de travailler avec les partenaires et de les accompagner sur comment est-ce qu'on utilise cette information pour prendre des décisions. Donc là-dedans, dans les partenaires, il y a des gens qui ont des ambitions très différentes sur le futur des écosystèmes québécois. Il y a des groupes de conservation, il y a des compagnies minières, il y a le ministère des Transports du Québec. En tout cas, il y a plein de monde qui veulent faire des choses différentes à différents endroits, qui ne sont pas forcément d'accord surtout, mais qui ont la volonté de travailler ensemble pour que, quelles que soient les actions qu'ils prennent, elles soient prises sur la base de décisions sur la base d'informations qui soient de la meilleure qualité possible. Un dernier point, puis ça revient à la discussion qu'on vient d'avoir sur les standards de biodiversité. On travaille aussi très fort dans la communauté internationale qui vise à établir des standards de biodiversité. Puis, notre point de vue là-dessus, c'est qu'on ne devrait pas imposer aux personnes qui vont collecter les données la façon dont elles devraient les représenter. C'est déjà bien compliqué d'aller collecter les données, puis juste de les transcrire. C'est un travail qui est louable. Et du coup, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'écrire des codes, des programmes qui vont convertir ces données-là, quel que soit le format, dans un format qu'on va être capable d'utiliser. Puis du coup, ça déplace un petit peu le travail des personnes qui vont collecter les données vers les personnes qui vont synthétiser les données. Le résultat, à la fin, il est le même. Les données, elles sont dans un format qui est standardisé puis qui est interopérable, mais ça ne représente pas un fardeau supplémentaire au fait de rendre les données disponibles. Il vaut mieux qu'on ait des données qui sont, entre guillemets, de mauvaise qualité, et qu'on travaille après à les intégrer, plutôt qu'on n'ait pas de données du tout, en essayant d'avoir un standard qui est trop élevé. Je pense que ça fait 5 minutes, je vais m'arrêter là. C'est bon. Merci beaucoup. Vous avez droit à une question, ou 2 questions. Oui, vas-y. Il y a une caméra devant moi. Oui, je sais. Merci, félicitations pour cette initiative de projet d'observatoire sur le plan territorial. J'imagine que ça couvre tout le Québec ou c'est uniquement le Québec méridional?
Ça couvre beaucoup plus que le Québec, en fait, dans le sens Plus où, que le Québec, c'est ça. la base les données qu'on prend vont avoir une couverture spatiale qui est beaucoup plus large. L'objectif, c'est de prendre l'ensemble du Québec et pas seulement le Québec méridional. Donc, on va faire nos prédictions à une échelle qui est beaucoup plus large et puis Oui, après je restituer comprends. les connaissances pour le Québec. OK, merci. Félicitations pour l'initiative. Autre question? Non? Ah oui? OK. Merci beaucoup. Juste, est-ce que vous pouvez mentionner peut-être des partenaires qui sont impliqués dans le projet? Est-ce que le CSVQ, par exemple? Oui, alors, la majorité des groupes du FRQ qui travaillent en biodiversité ou en sciences des écosystèmes sont impliqués là-dedans. Le CSVQ fournit des ressources humaines assez conséquentes dans la réalisation du projet, mais l'ensemble des groupes sont consultés et font partie du comité de pilotage du projet. Merci. On va passer la parole aux deux derniers intervenants. Ça va être François Proulx et Mélanie Deslongchamps de l'Appel et de l'Université Laval. Je veux dire aux gens qui sont à l'extérieur, si vous avez des questions, écrivez-les, puis on va les utiliser dans la table ronde même. Je vous donne la parole. Oui. Donc, nous, on prend la parole après en fait, on va être complémentaires à ce qui vient d'être dit. Nous, en fait, c'est un projet qu'on aimerait qu'il soit un rêve. Donc, il y a un projet qui est presque créé, puis l'autre qui est déjà en route. Nous, on aimerait ça qui deviendrait quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc, en fait, nous aussi, on voudrait on avait eu l'idée de créer un centre d'expertise sur l'eau, en fait, un centre de transfert d'informations sur l'eau, suite à des choses qu'on vivait. Comment on fait pour changer le diapo? Ah, c'est comme ça. Suite à des choses qu'on vivait dans nos organisations respectives. Moi, je viens de la Ville de Québec. J'ai travaillé dans les laboratoires toute ma vie. J'ai dû acquérir des millions de données. Je me demande si ce n'est pas des milliards des fois. C'est énorme les données que j'ai acquises au cours de ma carrière d'une trentaine d'années. Et puis, ces données-là, on met énormément de soin en chimie de leur donner une valeur. Donc, la qualité. Puis, une fois que ça sort de notre laboratoire, on dit, OK, le bébé peut marcher tout seul. On s'aperçoit que c'est énormément de valeur financière. Puis, quand on recherche cette information-là par la suite, il faut être capable de la comparer. On veut aussi, dans une place comme la Ville de Québec, aussi comme l'Appel, j'imagine, la démocratiser, cette information-là. Pourquoi est-ce qu'on a des buts? C'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres. On a des buts, on veut améliorer la qualité de l'eau. La meilleure façon d'améliorer la qualité de l'eau, c'est de démocratiser les données qui entourent cette eau-là. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une dégradation des ressources eau, vous le savez, pour le territoire de la Ville de Québec, notamment notre prise d'eau potable. Au niveau de la communauté métropolitaine, on commence à travailler sur une vision de l'eau, puis on s'aperçoit qu'on manque beaucoup de données. Donc, ça fait aussi le constat au niveau de la communauté. Donc, on dit, il y a beaucoup de contenu, il y a absence de lieu où on peut chercher ces données-là, puis on ne peut pas passer à l'action avec les données qu'on a recueillies. Donc, c'est la magie, c'est ça. Donc, un petit historique, en 2002, Politique nationale de l'eau, ça a été le réveil, les OBV ont été créés, ou les organismes de bassin. On a eu un premier projet qui a été fait par le maire Lallier qui voulait créer un premier centre d'expertise sur l'eau. Ça l'a, en tout cas, c'est disparu avec lui, ou à peu près. 2006, réveil brutal. Cyanobactéries. On avait toujours cru que la source d'eau potable de la Ville de Québec était parfaite et sans défaut, puis qu'on pouvait continuer comme ça de 100 ans, mais non, c'était pas ça. En 2012, suite à toutes les études qu'il y avait eu, il y a une volonté qui avait été mise sur pied de créer un centre d'expertise ou un observatoire sur l'eau. Et je devais m'en occuper à l'époque, tu te rappelles. Donc, en 2015, on a eu un mandat de travailler là-dessus avec Mélanie. Et puis, c'est un projet qui a avorté. C'est normal que des projets comme ça qui sont mis sur pied avancent pas à la vitesse qu'on veut.
En 2018, on a essayé de le réanimer en partant un groupe d'intervenants. Et puis, en 2019, l'APL a fait une demande d'étude de faisabilité pour voir si c'était possible, si c'était quelque chose qui était viable. Et puis là, bon, on attend quelqu'un qui l'adopte, le projet, parce qu'il n'y a pas de porteur du projet. Oui. Moi, je m'en vais jusqu'à 4, hein, c'est ça qu'on s'est dit. OK, donc, puis je suis allé les voir, c'est vraiment un beau centre, c'est en Bretagne, c'est un grand centre que je dirais universitaire qui fédère plein d'organismes du milieu, puis qui leur donne des services de laboratoire, mais aussi des services d'expertise, puis qui met en commun cette information-là. Donc, c'est un niveau de qualité de données fantastique, ça c'était de mon côté. J'ai adoré visiter le laboratoire. Par la suite, toi, tu es allé les voir aussi, puis la mise en commun de ces données-là est extraordinaire aussi. Donc, on sait que ça existe sur la planète, puis on en a vu des exemples. Hein. Il y en a un qui est existant déjà au niveau des océans, puis un autre au niveau de l'écologie qui va naître sous peu, ou qui va se concrétiser sous peu. Vas-y. En fait, il y a aussi d'autres exemples qu'on connaît, le grès à Oups, j'ai besoin de ça. C'est vrai, je m'étais enfui. Donc, le grès à Lyon, c'est un autre organisme qui, eux, ont monté une base de données énorme en gestion des eaux pluviales. Je m'excuse, ça ne veut pas tenir. Donc, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont pu faire les 10 dernières années. Il y a eu énormément de recherches qui s'est générée parce qu'ils ont créé une base de données importante sur la gestion des eaux pluviales, puis ils font des événements internationaux maintenant sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment, ils ont fait avancer la connaissance au niveau de la gestion des eaux pluviales parce qu'ils ont de la bonne donnée, de la donnée compatible, comparable, etc. D'autres exemples récents là, que j'ai appris les derniers jours qui commencent à bien fonctionner à travers le monde. Il y a un laboratoire sur les lacs qui est créé, qui est le GLI, qui a plusieurs intervenants à travers qui vont chercher la donnée et peuvent mettre la donnée sur le portail. Donc, c'est une de nos volontés, notamment pour le lac Saint-Charles. Puis, j'ai connu dernièrement que ça existait. Donc, peut-être que c'est une belle opportunité pour nous de avec ces gens-là. Puis, Data One aussi, là, c'est une autre base de données internationale sur des données en sciences. Il y a aussi une base de données internationale sur le BMP, c'est les PGO, là, la gestion des eaux pluviales. Il y a national aussi pour donner en gestion des eaux pluviales. Donc, il y a plusieurs exemples qui se créent un peu partout. Et nous, notre projet est spécifiquement pour faire un organisme pour pousser de la recherche, toute l'information. On va chercher une foule de données en eau, mais souvent, ces données-là ne sont pas diffusées. Je comprends que, justement, on avait eu des discussions avec le ministère, qu'il y a des niveaux présentement d'information. L'objectif de ce groupe-là, c'était beaucoup de favoriser d'avoir des bases de données très bien structurées pour pouvoir s'assurer que la qualité d'eau, qualité de ces données-là, mais aussi de pouvoir les diffuser pour favoriser le passage de la recherche à l'action parce que il y a tellement d'intervenants dans le milieu de l'eau qu'à un moment donné, on dédouble et on n'avance pas, on piétine. Donc, les objectifs du centre d'expertise, c'était de mettre en commun les données, traiter, vulgariser et valoriser la diffusion de données, faciliter le partage et les échanges, réaliser une veille scientifique, communiquer l'information, favoriser l'appropriation des connaissances, offrir des formations continues. Le ministère fait déjà avec le portail des connaissances une plateforme d'échange, mais on dépose des documents, on échange sur des sujets. Il y a la volonté du centre d'expertise était plus de s'assurer que tout le monde travaille avec des mêmes protocoles, des mêmes manières de fonctionner pour arriver à pas toujours recommencer à zéro quand un étudiant commence au doctorat, de pas revenir tout le temps à la base, mais de pouvoir partir puis aller plus loin. La différence entre aussi des fois un chercheur, il y a aussi des consultants qui travaillent, il y a des OBV, il y a des municipalités, on demande à faire différentes choses, le gouvernement demande à faire des PDE
aux OBV, ils demandent de faire des plans de protection des sources d'eau potable aux municipalités et ils demandent au MRC de faire des plans de protection pour les milieux humides et hydriques. Donc, on s'entend qu'on génère une foule de données qui devraient être tous dans un même format, à un même endroit, où qu'un jour ou l'autre, on pourrait faire Enter puis qu'on aurait un vrai portrait du Québec. Donc, les composantes du centre d'expertise, c'était-tu à toi, là? Il me semble que c'était à toi. Ben, je peux y aller. Je peux y aller, là. Ben, vas-y. Le centre d'expertise, dans le fond, il y avait justement un service de standardisation des données, protocole d'acquisition des données, catalogue d'études, catalogue de données, plateforme de partage de données en ligne, outils cartographiques et séances de formation et d'information. Donc, les retombées du centre, c'était vraiment pour faciliter la réalisation d'actions au niveau des problématiques qu'on vit sur ces territoires, améliorer notre communication. Aussi, vraiment, c'est donner accès à la connaissance. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus, c'était-tu assez proche? C'était correct. On n'est plus à garder chacun nos données pour soi. Je pense il faut partager ces données-là. Ces données-là sont acquises avec des données publiques. C'est important de les rendre disponibles. Ça peut être complexe aussi de rendre des données. Il y a des gens, par exemple, si je leur dis que l'alcalinité de l'eau est de 10, ils vont penser qu'ils vont mourir demain parce qu'ils ne savent pas comment interpréter cette donnée-là. Donc, autour de la donnée, il faut mettre de la métadonnée ou de l'explication de la donnée. Il faut être capable de comparer la donnée avec celle du passé, par exemple. Une donnée acquise en 72 de chlorure, par exemple, puis une donnée de chlorure acquise aujourd'hui, c'est un test bien simple. C'est pas les mêmes limites de détection, c'est pas les mêmes, il faut pas passer de la même façon, mais c'est comparable. On peut réussir à les comparer. Donc ça, c'est beaucoup de travail à faire. Et il y en avait tout. Okay. Il y en avait tout plein. Donc, il y en a tout plein. Donc, diffuser, ça c'est sûr. Favoriser le travail multidisciplinaire. On travaille avec les universités, on travaille avec les villes, les organismes du milieu. Mélanie, tout à l'heure, a parlé du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui oblige les municipalités à avoir de la donnée. Actuellement, c'est tellement cloisonné que les municipalités n'ont pas accès à ce qui se passe sur la municipalité qui est sur le même bassin versant parce que c'est des données qui sont secrètes. Limiter le dédoublement de travail, parce que une donnée qui a été acquise une fois, ce serait bizarre de la réacquérir une deuxième fois. Puis offrir de l'appui aux organismes du milieu. Nos partenaires, tous les partenaires qu'on avait mis là-dedans, c'était assez complet. Université, centre de recherche, gouvernement provincial, fédéral qui avait été approché. Les consultants qui n'avaient pas été approchés, mais c'est ceux qui vont faire partie de l'équation. Ville, municipalité, ROBVQ qui faisaient partie du projet, les organismes de bassin, des organismes sans but lucratif. Évidemment, le citoyen qui va être au cœur de tout ça. Juste pour dire, dans le fond, il y a une étude de faisabilité qui a été faite très rapidement. On ne passera pas à travers, là, mais il y avait des craintes, puis il y avait des préoccupations des intervenants qui ont été sondés, mais il y avait aussi des facteurs clés de succès que les gens avaient un grand intérêt. François l'a dit là, tout à l'heure, le gros facteur qui ne fonctionne pas, c'est que nous, notamment moi qui est dans un organisme local, pourquoi qu'un organisme local pousserait un projet comme régional ou même national? Ben, c'est un peu difficile à passer à mon conseil d'administration. Donc, on voulait, là, on l'a monté, mais à un moment donné, ça prend des gens pour poursuivre. Puis, on a approché différentes personnes, dont le centre. Mais éventuellement, on se dit qu'on va falloir continuer à travailler ensemble pour pouvoir pousser ce projet-là puis qui voit le jour un jour ou l'autre. Voilà le rêve. OK, deux petites questions pour le dernier intervenant. Préparez-vous pour la discussion table ronde. Si j'ai bien compris, il existe 1100 municipalités locales au Québec, plus les MRC, environ 1200 organismes municipaux. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas de données disponibles sur la qualité de l'eau potable par municipalité au Québec, ou encore sur la qualité de l'eau pour la baignade, ou encore la qualité des rejets qui sont faits dans
dans les rivières et dans le fleuve. Oui, mais ça, c'est tous des dossiers un peu séparés. L'eau potable, oui, c'est centralisé. Là. Ah, ça va mieux. Il faut avoir les deux. Ah, ok, il faut avoir les deux, ok. Donc, oui, l'eau potable. OK. Donc, les eaux potables, les eaux usées, ça s'en va au gouvernement. Les laboratoires accrédités qui font des analyses pour l'eau potable et les analyses pour l'eau usée, ça s'en va. On envoie ça par des rapports mensuels au gouvernement, puis il y a des bases de données pour ça. Ça, c'est assez bien connu. Par contre, au niveau des eaux de surface, des eaux des cours d'eau, le ministère a des stations un petit peu partout au Québec, mais c'est très éparse, puis c'est pas partout. Donc, on a très, très peu d'informations par rapport à ça. Puis, c'est surtout pas mis en commun, puis c'est surtout qu'on ne sait pas comment c'est pris tout le temps, les données. Donc, si quelqu'un me dit, il y a un chlorure pris à tel endroit, je prends tout le temps chlorure, mais c'est l'affaire la plus simple, là. Ben, je ne saurais pas à quelle profondeur, quel débit j'avais cette journée-là. Ça arrive gauche, ça arrive droite, je ne le saurais pas. En période d'étiage, je ne saurais rien par rapport à cette donnée-là. Puis, les gens sont très, très, très réticents à de partager leurs données. Il y a ça aussi. Deuxième question. D'abord, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre. Non? C'est juste un complément parce que vous dites que c'est transmis au gouvernement. Alors, est-ce que c'est disponible, c'est accessible, c'est public? Moi, je pense que oui. Il faudrait demander à votre voisin. Moi, je n'ai jamais interrogé la base de données parce que je la connaissais par cœur, la mienne, puis les autres villes ne m'intéressaient pas trop. Mais les chercheurs actuellement de la chaire de recherche en eau potable, quelqu'un... Ouais. Chaque municipalité a comme obligation d'envoyer les données réglementaires de qualité de l'eau dans leur territoire au ministère de l'Environnement. Et le ministère a une base de données où il compile toutes les données. Donc, c'est des données sur plusieurs années, sur les 800 municipalités ou les 1000 municipalités à différents moments de l'année. Donc, c'est des bases de données énormes qui ne sont pas publiques dans un site web, mais qu'on peut obtenir avec l'accès à l'information pour le public en général et avec d'autres moyens pour les chercheurs. Évidemment, il y a une question de métadonnées. C'est que ces données-là, pour les gens qui sont dans un domaine où ils reconnaissent les données, on les comprend, mais pour le public en général, ils ne sont pas métadonisés. C'est-à-dire qu'une valeur dans une cellule n'est pas expliquée. Qu'est-ce que ça veut dire ou à quel endroit exactement il a été pris, quelle méthode d'échantillonnage. Et c'est ça la raison pour laquelle on ne peut pas la publiciser. Parce que les gens vont l'utiliser d'une manière... ça dépend. Un chercheur va l'utiliser de manière différente qu'un journaliste. Mm-hmm. Il y a rien que pour vous donner une idée du problème du plomb qu'on a vécu dans les dernières semaines. Là. Les données ont été extraites hors de leur contexte, puis il y a plein de choses qui s'est dit. Donc, je voulais quand même prendre le microphone, ça va quand même. Hein? Oui. Il faut avoir le microphone parce que j'ai peur de... Si je peux juste amener un complément d'information, puis je pense que c'est une très bonne question, puis ça devrait faire partie du débat. En effet, on l'a tous mentionné, la question de la donnée, c'est sous quelle forme elle est, puis à quoi elle va servir. Quand vous avez une donnée, vous êtes un scientifique, vous allez savoir quoi aller chercher dans cette donnée, comment l'interpréter, puis là encore, selon la personne qui l'a mise au monde, elle a peut-être pas eu les mêmes paramètres. Parfois, on n'est pas au courant de tout ce qui entoure cette donnée-là. Donc, il y a un côté très délicat dans la donnée. C'est pour ça, dans le cadre du ministère, on est en train d'avoir les mêmes questions qui se posent ici actuellement, à savoir, quand on met la donnée disponible à tous, de quelle est la meilleure manière de la mettre, parce que les besoins vont être différents entre un citoyen qui s'inquiète de la qualité du cours d'eau qui passe à côté de chez lui, d'un agriculteur, d'un scientifique, d'une organisation municipale. Donc, c'est comment regrouper tout ça. Alors, oui, en effet, monsieur l'a dit, on peut faire une demande d'information dans un
pour avoir la donnée sous sa forme brute, mais on a poussé aussi la réflexion. Il y a plusieurs projets à l'interne qui vont voir le jour sous peu, qui sont notamment la création d'Atlas, où là, la donnée a déjà été travaillée, interprétée, et qui me permet un peu à un public plus large de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée, avec toutes les limitations et la compréhension que ça peut avoir. Donc ça, c'est un point important de savoir, oui, la donnée, elle existe, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? Je comprends, il y a certaines préoccupations sur l'eau. Je ne sais pas si les données dont on parlait sont disponibles sur votre portail en accès plus ou moins ouvert, là, le portail eau. Est-ce que ces données-là sont accessibles dans le portail? En fait, je vais avoir une autre question. Okay. Les données sont dépendamment de l'organisation où vous êtes. Il y a des degrés d'autorisation pour voir la donnée. Fait que ça dépend de votre organisation, mais l'information du ministère, il y en a de disponibles, mais pas pour tout le monde. Ça dépend de votre organisation. Puis c'est ça, c'est d'où la réflexion. L'idée du gouvernement, le Conseil du Trésor, pour la donnée ouverte, a lancé un plan d'action pour les données ouvertes et tout ça. Là, puis on est conscientisé à ça, puis tranquillement, pas vite, la gestion du changement fait qu'on veut démocratiser la donnée le plus possible. Merci. On parle beaucoup de données, notamment de qualité et de municipalité. Il y a des données qui, ma foi, sont de l'ordre du public parce que l'eau est quand même un bien commun. Et l'exploitation, pour ne pas dire le vol de l'eau au Québec, est une donnée pour laquelle le citoyen n'a aucune idée. Il faut faire des accès à l'information. La Coalition au secours en a fait dernièrement, puis ça a été très difficile d'avoir des données. Donc, pour ma part, je pense que ça devrait être une donnée partagée et très transparente. Et malheureusement, à moins qu'il y ait un projet sur la table, auquel je ne suis pas au courant, ça n'existe pas. Vous pouvez utiliser le microphone. Quelqu'un qui prend le... Je vais la prendre, je pense qu'elle nous vise un peu. Je ne peux pas me permettre de répondre au nom de tous mes collègues du ministère. Nous, c'est plus le portail des connaissances sur l'eau. Les deux? Ouais, ça, ouais, ok. Trop de micro là. Par contre, vous soulevez un très bon point. Nous, ce que je vais répondre par rapport au portail, je peux vous dire quand on a créé le portail des connaissances sur l'eau, il y avait un travail il y a toujours un travail de gestion du changement à faire parce que je sais plus qui l'a mentionné tantôt, le partage de la donnée, ça vient chercher du monde là, ça vient chercher des valeurs. C'est pas tout le monde, puis c'est pas seulement au ministère, c'est les scientifiques aussi. Il y en a la donnée pour eux, c'est précieux, on la partage pas avec n'importe qui, etc. Et puis il faut un petit peu accompagner, apprivoiser toutes ces choses-là. Puis ce sont des gros concepts qui se font pas du jour au lendemain. En 2019, je trouve que, en effet, la situation n'est pas parfaite, mais je trouve que de grands pas ont été faits. Récemment, il y a eu un article justement à propos d'une minière qui a refusé de transmettre certaines données. Ça a été au tribunal, etc. Et on est rendu, ils peuvent plus cacher ce genre de données-là. Ça n'a pas été recevable. Ils ont été obligés de les montrer. On va de plus en plus vers ça. C'est sûr, c'est pas parfait, c'est pas encore ouvert à tous. Nous-mêmes, le portail, on y est allé avec une certaine prudence parce qu'en 2010, 2013, c'était encore même pas comme ça l'est aujourd'hui au niveau de l'ouverture. Maintenant, on voit le gouvernement avec données ouvertes, où là, on met les données accessibles à tous. Le portail aussi, c'est ce qu'on fait au fur et à mesure. Les gens qui passent par le portail en nous disant on aimerait avoir accès à telle donnée, pour le moment, on n'y a pas accès, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on se débat à l'interne pour voir comment générer. On a eu l'exemple aussi avec les hydrogéologues qui avaient un besoin, puis là qu'on est allé débloquer. Je pense que
c'est un gros éléphant qu'il faut prendre petite bouchée à la fois. C'est sûr que parfois, c'est assez frustrant. Même nous, à l'interne, on aimerait que ça soit d'un coup plus vite, mais je pense que, comme je mentionnais tantôt, il y a de l'humain aussi derrière, et puis il faut aller avec le rythme de chacun pour pas avoir après des portes qui se ferment d'un coup. Mais votre mission est très importante, puis même si pour l'instant vous avez peut-être pas eu la réponse que vous vouliez, j'ai bon espoir que ça s'améliore à court terme. Patience. Je peux demander, Timothy ou Andréane, de voir un peu comment, comme vous travaillez à l'international, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on est allé déjà plus loin, la démocratisation des informations? Vous êtes dans le côté océan, puis vous imaginez sur la biodiversité? En fait, je pensais à ce que pendant que Gaël expliquait, plus près encore? Oui, OK. En fait, il y a des moyens aussi de rendre la donnée disponible, même si elle est sensible. Dans notre cas, je vais donner des exemples concrets qui ont été très médiatisés là, dernièrement. On a parlé beaucoup de la baleine noire. C'est un exemple, mais c'est juste pour illustrer comment rendre des données sensibles, ça peut être possible. En fait, dans le cas de la baleine noire, il y avait un grand débat parce qu'évidemment, nous, on est capable de diffuser ces données-là en temps réel. Cependant, avec la grogne des pêcheurs qui avaient des zones de pêche fermées, la présence ou pas de baleines noires avait des impacts économiques énormes. Donc, il y avait une sensibilité sur ces données-là. Par contre, d'un point de vue des écologistes puis des spécialistes de mammifères marins puis des populations, bien, ils voudraient bien avoir ces données-là pour étudier justement le comportement puis éventuellement aider à fermer ou pas les bonnes zones de pêche pour préserver les mammifères, mais en même temps permettre l'exploitation de la ressource. Donc, dans ce cas-là, en fait, avec beaucoup d'échanges puis de discussions avec les acteurs du milieu, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a rendu la donnée disponible, mais avec un 24 heures de délai. C'était une réflexion qui a pris beaucoup de temps. Ça a l'air tout simple après coup de dire « Ah, ben la donnée, elle va être disponible 24 heures après. » C'était facile, mais dans ce cas-là, c'était vraiment particulier. Ça a pris beaucoup d'échanges pour arriver à un compromis, en fait. Donc, les gens qui étudient les populations, 24 heures de délai, sur des données historiques dans le temps depuis X années, ça a très peu d'impact sur leur réflexion puis sur l'étude qu'ils font. Par contre, pour préserver un environnement à un moment précis, ça a énormément d'impact. C'est un exemple de discussion, mais pour venir à bout d'une petite conclusion toute simple comme ça prend énormément d'échanges. Puis chaque type de données, c'est tellement du cas par cas, la diffusion de données. On ne peut pas juste dire on met les données. C'est vrai pour des profils physico-chimiques, c'est vrai pour certains trucs, mais quand on tombe dans des données sensibles, que ce soit des données environnementales, des données de population, on fait face à des problématiques comme ça. Puis la solution, en fait, c'est de vraiment prendre le temps de réfléchir puis de penser à ça. Puis là, après ça, bien, la saison suivante, là, on le sait, là, c'est 24 heures. Fait qu'après, on est parti puis on peut poursuivre. J'ai d'autres exemples, mais ça en était un qui illustrait. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est une discussion qui est souvent en contexte spécifique de la biodiversité sur les espèces qui sont menacées à cause du braconnage, par exemple. Le cas typique au Québec, c'est l'ail des bois. Les données sur l'occurrence de l'ail des bois, elles sont masquées. Donc elles sont disponibles, mais l'incertitude spatiale autour de la donnée est très grande. Et du coup, on sait qu'elle est dans une zone d'un rayon de 50-100 km, qui est suffisante pour avoir une discussion générale sur les endroits où on est susceptible d'en trouver ou pas, mais qui ne permettra jamais spécifiquement d'aller identifier une plante, d'aller identifier une parcelle de forêt dans laquelle on le trouve. Il y a aussi des questions de masquage temporel, effectivement, où il y a des fois où c'est adapté. Alors, ce qui est intéressant avec ces approches-là, c'est que ça fait quand même le postulat que l'état de base de la donnée, c'est d'être ouvert et d'être visible avec la plus forte résolution possible. Et quand on a des problématiques particulières, on va diminuer, pas l'accès à la donnée, mais la précision avec laquelle on communique cette donnée-là. Et du coup, je pense qu'on peut se protéger contre les mauvaises utilisations des données sans compromettre l'aspect d'accès à la donnée en tant que tel. Vous avez une question? Oui, alors là, si j'ai bien compris tout à l'heure, il y avait des données que les municipalités étaient obligées de transmettre au gouvernement et on ne les rend pas publiques. Et là, deux raisons sont abordées. La première, c'est que ça pourrait fermer des portes pour se fournir des données. Là, dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas. Et l'autre raison qui était abordée, c'était que les gens pourraient mal utiliser la donnée si on la rendait publique, ce qui est, ma foi, une très, très mauvaise raison. Dans le cas du plomb, par exemple,
peut-être que les données ont été mal utilisées, mais au moins ont été utilisées, puis ça a créé un débat très intéressant et des actions politiques qui s'en sont suivies. Donc là, franchement, avec les nouvelles orientations gouvernementales, je ne vois pas comment on peut tenir une orientation comme ça de ne pas diffuser les données. En fait, comprenez-moi bien, moi je suis pour la diffusion. Je me dis, si les journalistes l'interprètent mal, l'interprètent mon... Je me dis, bon, si les gens arrêtent de boire de l'eau potable, qu'ils arrêtent. Que ça, c'est un peu mon... Ce qui arrive, c'est que souvent, en fait, c'est un autre débat de société. Je pense que la donnée, il faut la rendre disponible. Non, prends les deux. Il faut les prendre les deux, puis je vais me mettre c'est l'autre, c'est pour donc, c'est ça. Donc, il faut la rendre disponible. Le débat de société, il est peut-être ailleurs. C'est peut-être un petit peu plus de déontologie de la part de ceux qui émettent la nouvelle. Bon, ça, on ne refera pas le débat ici, on aurait pour la soirée. Mais c'est très important. La donnée, ces données sont disponibles. Il faut quand même garder un petit bémol. Par exemple, moi, si je vois chez un citoyen, je vois chez vous, parce que quand on prend une mesure de plomb, c'est pas dans un réseau à quelque part, c'est chez le citoyen. Je vais chez vous, je fais un prélèvement d'eau. Après ça, la population voudrait que moi, je donne l'adresse, je ne sais pas, 39 rue des bibliothèques. C'est chez vous. Puis il voudrait que je le pointe sur une carte. Et là, c'est à cause que là, c'est un petit peu une donnée personnelle. Fait que nous, on fait un gros pixel, un point qui a 1 kilomètre de large, on dit, la donnée est là. Ben, il y a des... Ça, j'ai été très critiqué là-dessus, parce qu'ils disaient, ouais, mais nous, on veut l'avoir exactement. Mais on ne peut pas. C'est à un moment donné, il y a des limites, là, il y a des données qui sont personnelles. Donc, il y a ça. Au niveau, ce qu'il y a un manque aussi, puis nous, on donne beaucoup d'informations, c'est toutes les données d'eau usée. Tous les résultats d'eau usée, nos ouvrages de surveillance, tout ça, on remplit beaucoup de paperasse et de bases de données à la municipalité pour remplir les registres. Mais ils ne sont pas si publics que ça, puis nous, ça nous décourage un peu parce que ça ne nous encourage pas à bien travailler. Il me semble qu'on travaille bien, on voudrait le montrer, mais c'est gardé un peu sous silence, puis je ne comprends pas pourquoi. De toute façon, tout ce qu'on fait mal, tout ce qui est municipalité font mal, ça devient évident. Ça fait qu'il n'y a pas de trouble à avoir avec ça. Quelqu'un d'autre qui veut interagir là-dessus? Je peux juste rajouter quelque chose. En fait, quand il y a des problèmes de mauvaises interprétations qui sont faites sur la base de données qui sont rendues publiques, notre premier réflexe, ça ne devrait pas être de blâmer les personnes qui font la mauvaise interprétation. Dans le sens où quand on rend une donnée publique, on devrait avoir une obligation éthique de s'assurer qu'on fournit aussi les conditions pour que l'analyse de cette donnée, son interprétation, elle soit faite correctement. Puis ce que j'entends souvent, c'est « ouais, mais là, les données sont publiques et tu les as mal interprétées ». Non, tu as mal communiqué les métadonnées qui auraient permis de faire l'interprétation. En fait, donc, il ne faut pas en vouloir aux journalistes d'avoir mal fait le travail d'analyse des données du plomb. Il faut en vouloir au système de mise à disposition des données qui font que l'interprétation correcte par quelqu'un qui vient du grand public, elle n'est pas possible. Je rajouterais que justement les métadonnées, là, c'est très important. C'est une donnée, sa valeur réside dans la métadonnée. Fait que on parle de données, mais il faut toujours penser aux métadonnées. J'ai 2 questions qui viennent de l'Internet. La première, c'est sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'ils peuvent aider à donner l'accès aux données? Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter l'accès, l'interprétation des données en utilisant tout ce qui se trouve maintenant dans nos réseaux sociaux? Je peux répondre? Oui. En fait, moi j'en ai un ici. En fait, dans notre cas, les médias sociaux nous ont permis plutôt d'aller chercher davantage de données. Dans un cas bien particulier qu'on cite en exemple régulièrement, mais je trouve que c'est un exemple extrêmement pertinent. C'était pas un outil, c'était un outil de récolte de données, mais qui est devenu évidemment un outil de diffusion ensuite. C'est concernant les frayeurs à Kaplan. En fait, on a développé en collaboration avec d'autres groupes une application web pour identifier, géolocaliser les frayeurs à Kaplan. En fait, la problématique, c'était, on sait que le Kaplan roule sur les côtes au moment de se reproduire. On connaît quelques secteurs clés où ça a lieu à peu près chaque année. Mais si on mettait l'ensemble de la population riveraine à pouvoir nous donner des données, en fait, c'est de la collecte de données citoyennes, évidemment, dans ce cas-ci, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une meilleure idée sur une carte de dire, le Kaplan, il ferait où?
Fait que ça, c'est une campagne, en fait, pour aller récolter des données citoyennes qui était facile d'avoir une donnée de qualité, c'est-à-dire de l'application à partir d'un cellulaire. La personne prenait une photo du caplan qui roule sur la plage, géolocalisée, avec son nom ou pas, sa propriété de photo ou pas. Puis ensuite, on avait une équipe de spécialistes des poissons qui valident la donnée. Donc, c'est quand même relativement simple, mais en passant par les médias sociaux, on a récolté énormément de points sur la carte parce qu'on a pu rejoindre des observateurs du bord de fleuve qu'on n'aurait jamais eu sinon, qu'on n'aurait jamais rejoint aussi rapidement. Moi, j'ai un exemple où les gens, il y avait un outil qui regardait les photos qui étaient prises pour voir le niveau d'inondation qu'il y avait dans les rues. Automatisé, tout automatisé pour avoir une idée. Donc, c'est les réseaux sociaux qui permettent de récolter l'information, mais la question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a le fait qu'on diffuse l'information par réseaux sociaux, est-ce que c'est bénéfice ou c'est négatif, c'est dangereux pour vos bases de données, pour la valorisation des données? Nous, c'est 100% ouvert. Comme on disait tantôt, nous, autant les outils sont ouverts, autant les données sont ouvertes. Donc, il n'y a pas vraiment de sensibilité à ce niveau-là. Ça fait, pour nous, en tout cas, là, ça fait partie de la philosophie de rendre tout disponible. Le code est disponible. Il n'y a rien de caché chez nous. Oui. L'objectif qu'on a tous, c'est, si on veut diffuser la donnée, c'est qu'il y ait un changement de comportement. Puis je pense que une des raisons des médias sociaux, ça peut aller dans le positif ou dans le négatif, mais honnêtement, nous, de plus en plus, les gens ont appris la semaine dernière parce qu'on a diffusé une étude sur les microplastiques, qu'il y en avait dans l'eau potable de Québec, mais ça a circulé épouvantablement, mais peut-être juste que ça a commencé à sensibiliser des gens sur la problématique des microplastiques. Si on n'avait pas les réseaux sociaux, je pense que ça n'aurait pas passé aussi souvent. C'est pas l'eau brute, plutôt, que l'eau potable? Non, l'eau brute qui sert à l'alimentation à l'eau potable. Mais en fait, c'est comme ça que c'est sorti à Radio-Canada. Une autre question qui vient de... Puis après, je vous donne la parole de nouveau. C'est vos systèmes sont récents. Le vôtre, c'est plus long. Okay? Ben, en fait, ça dépend. Ça dépend comment on le voit. C'est ça, récent. Ça dépend quel morceau. Est-ce que vous pensez que ça va être facile de pérenniser ce système ou est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait pour le pérenniser? Pour que ça existe à long terme, parce qu'avoir quelque chose qui tourne, qui est disponible, si ça change tout le temps, les gens vont dire où est-ce que je vais chercher? Comment est-ce qu'on fait pour pérenniser les différentes choses qui s'en viennent pour que le public, les chercheurs, les consultants ont accès à ces peuvent l'utiliser à long terme, pour bâtir quelque chose qui est basé sur l'information qu'on a. Vous êtes en train de raconter. François veut dire quelque chose. Je ne suis pas informaticien. Nous, des données sur, par exemple, je vais prendre l'exemple de Québec. La Ville de Québec, j'ai travaillé là quand même un certain nombre d'années, tu l'as dit tout à l'heure. On avait des données qui montaient jusqu'à 1932. On est le plus vieux laboratoire d'analyse d'eau potable, je pense, au Québec. Des données de 1932. Vous figurez bien que les données que je prenais en 1932, puis pas moi, que les gens prenaient... les gens qui prenaient les données en 1932 puis les gens d'aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais on a tenté de les rendre comparables. Mais regardez le support. Moi, les supports que je trouvais à l'époque, c'était écrit à la main dans des grands livres. C'était magnifique. Soit en passant, il y avait le souci du détail et de la qualité. Mais peu à peu, on a utilisé des outils informatiques. Ça fait 4 fois qu'on change de base de données depuis que je suis arrivé à la Ville de Québec. 4 fois. Donc, mais à chaque fois, on a créé des moulinettes qu'on appelle pour transférer notre donnée de façon intègre, de façon à ce que ça suive dans le temps. C'est énormément de travail, puis c'est ce qui est le plus coûteux dans notre gestion de base de données. Je pense que ça doit être la même chose chez vous. C'est de s'assurer que ces données-là suivent et soient pérennes dans le temps. Parce que, tu sais, le maire de Québec était bien content de voir l'évolution du chlorure depuis 1976. Ben pourquoi? C'est que j'ai été capable d'aller fouiller dans des livres, puis j'ai été capable d'avoir des données. Donc, quand on va être dans 100 ans, quand on va vouloir aller voir une tendance, sur 100 ans, ça va être très intéressant. Donc, il va falloir garder ces données-là vivantes et avec beaucoup de précision aussi, sinon on va être mal interprété. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être apporté. La maintenance des systèmes, c'est effectivement un des grands défis. Oh, je pensais fort. C'est effectivement un des grands défis de maintenir ces systèmes-là. Donc, ils doivent évoluer dans le temps.
de notre côté, la plus vieille donnée qu'on a sur notre portail, c'est une observation de Jacques Cartier. Évidemment, cette observation-là... Pas de bosses qui venaient de l'Espagne, qui venaient c'est ça. chercher des volets. C'est Jacques Cartier, la première qu'on a. C'est une observation d'oiseaux, en fait, en 1534, pour rappeler à ceux qui avaient peut-être oublié la date. Ça n'a pas gagné, hein? Ah non, mais je passais de date. Mais bon, on s'entend qu'évidemment, cette donnée-là n'était pas, comme vous le dites, n'était pas numérisée, n'était pas dans un format qui est utilisable aujourd'hui, mais aujourd'hui, dans la base de données biodiversité, elle est là. Fait que j'imagine que dans 200 ans, si on continue de bien travailler, puis de garder, de pérenniser les organisations aussi, parce que, tu sais, il y a la nôtre, il y en a d'autres aussi qui ont des objectifs différents puis qui sont complémentaires. Si on continue de pérenniser ces organisations-là puis de leur donner la chance d'optimiser leur système, ben, ces données-là vont être disponibles. Puis là, on aura des données historiques encore pour longtemps. Moi, je vais poser une question. Le titre de notre table ronde, c'est « En vue du développement durable », les objectifs de développement durable. Est-ce que je peux vous passer la parole une après l'autre pour ce que vous en pensez de ça? Bien, le pilier économique, je pense que c'est important. Ça coûte cher aller chercher de la donnée, donc de la rendre disponible et pérenne et ne pas répéter tout le temps la même donnée et investir des sous pour aller chercher cette donnée-là, la même donnée au niveau économique. Au niveau social, bien, ça aide à donner des environnements plus sains à notre population. Donc, quand on connaît mieux, on peut mieux agir. Au niveau, il y a quoi donc après ça? Il y a l'environnement. Ben là, l'environnement, ça va. Puis c'est quoi le quatrième pilier que j'oublie tout le temps? Ouais, c'est ça. Donc, je pense que d'avoir une bonne donnée qui dure dans le temps. Comme tout à l'heure, on parlait d'écologie. Moi, j'ai travaillé dans mon ancienne vie sur des milieux humides. On avait à peu près zéro information. Il fallait redonner tout le temps une étude à un biologiste pour qui a cherché de la donnée, puis à chaque fois, était mise en doute cette donnée-là parce qu'on n'était pas sûr de ce qui était observé. Donc, si on avait eu ces données-là dans le temps, mais on n'aurait pas eu besoin de dépasser. Moi, à la Ville de Québec, j'ai dépassé en études écologiques une affaire comme peut-être 2 ou 3 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Si je l'aurais fait rien qu'une fois, puis ça aurait été réglé pour un bon bout de temps. À gauche. Merci. Votre opinion? Mais en fait, nous, de manière très intentionnelle, on est allé chercher dans les partenaires de l'Observatoire des personnes qui ont un impact sur le développement durable de par leurs activités, que ce soit en formulant des politiques ou que ce soit en allant modifier directement l'environnement. Parce que le problème des données de biodiversité en ce moment, des données sur l'environnement, c'est qu'à la fin, on se fait poser des questions comme mais quelle parcelle de forêt on coupe, ou quel milieu humide on transforme en stationnement, ou où est-ce qu'on crée un nouveau développement résidentiel. C'est ce genre de questions auxquelles il faut répondre. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est que les personnes qui vont devoir formuler des réponses à ces questions le fassent sur la base de la meilleure information possible. L'autre volet, c'est un volet d'engagement, et pour ce volet-là spécifiquement, on travaille beaucoup avec l'école de design de l'Université Laval pour être certain qu'on communique de manière efficace, pas seulement vers les personnes qui vont prendre des décisions, mais aussi vers le grand public, en disant voilà, espèce de comme tous les matins on regarde la météo sur notre téléphone, là, on peut avoir la même chose pour la biodiversité au Québec, sur l'état des services écosystémiques au Québec. Voilà comment ça va, voilà comment ça va changer. Voilà les zones où ça va moins bien, les zones où ça va mieux. C'est pas seulement de l'information sur laquelle on peut prendre des décisions, c'est aussi de l'information qui sert à responsabiliser puis à impliquer la société de manière plus générale. Je vais peut-être l'aborder d'une manière différente en disant que quand on a créé le portail des connaissances sur l'eau, ça a été tout un projet de développement durable en soi, puisque il a fallu qu'on prouve déjà à quelque part que gérer la connaissance, créer un portail pour les connaissances, ça avait comme une plus-value d'un point de vue économique. Fait que ça a été déjà un défi. Moi, c'est trop proche. Ça a déjà été un défi en soi. Mais ça a été un bon défi parce que je pense que justement le fait que maintenant l'existence du portail des connaissances sur l'eau marque à quelque part une vision, une prise de conscience que la connaissance, la mise en commun, puis le partage de la connaissance a une plus-value d'un point de vue économique. Ça a été aussi un
un défi au niveau social parce que, comme je l'ai un peu abordé tantôt, il y avait des personnes à aller chercher, il y avait un petit peu des perceptions à aller, sans dire bousculer, mais à aller de l'avant. Et puis il y en a encore. Puis c'est encore un défi. Mais il y a des beautés au niveau social là-dedans. Par exemple, le peu de temps après que le portail a été mis en ligne, on a eu des demandes de personnes qui disaient moi, là, dans mon bureau, depuis 1970, on collecte des données. J'ai comme une pile de documents papier. Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le portail? À ce moment, on s'est dit, ah ouais, il va tout falloir scanner ça, par exemple. Puis on n'a pas, comme beaucoup d'organisations, on n'a pas toutes les ressources disponibles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que présentement, il y a plusieurs sites de collaboration qui sont publics sur le portail des connaissances sur l'eau, où on retrouve justement toute une quantité de données. Par exemple, il y a le fameux site très populaire d'eau usée municipale où on a tous les rapports qui datent de plusieurs années antérieures. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir que par le biais d'un outil, on est capable un peu d'être les gardiens de cette connaissance passée, mais qui certainement sert au présent puis au futur. Donc, c'est important, la connaissance, souvent, elle est passée, on s'en sert pour le présent, mais c'est pour les résultats futurs. Fait que jamais penser que la connaissance n'est pas un outil de développement durable. Je pense qu'on est en plein là-dedans et c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Oui, moi, je vais l'aborder. Évidemment, je suis d'accord avec ce qui a été dit, donc je ne répéterai pas. Je vais l'aborder à partir d'un mot, en fait, réutiliser. C'est vrai pour tout ce qu'on produit, mais on produit aussi des données. Puis de réutiliser ces données-là, pour moi, ça a un sens totalement aligné sur le développement durable. Donc, la donnée qui est réutilisée, je donne un exemple concret. On a une donnée de dérive des courants de surface dans le Saint-Laurent. Cette donnée-là est utilisée par un groupe de recherche et sauvetage pour un bateau qui est en problème pour aller les secourir, peut être utilisée dans le futur dans le cas d'un déversement. C'est la même donnée, c'est le même modèle qui va être utilisé à deux moments, peut-être plus, complètement différents, mais cette donnée-là, elle a été récoltée et travaillée une fois. Fait que la réutilisation des données pour différentes applications, pour moi, ça serait le mot-clé. Je dirais pas seulement réutiliser, mais augmenter avec d'autres informations qui sont là, qui fait que la réutilisation a une valeur. C'est une synergie, en fait. Une donnée avec une autre. Exactement. Yanni, je vous donne Et moi, je vais parler de démocratisation, puis évidemment, pour en arriver à la vulgarisation auprès des enfants, des générations futures, si on va avoir un développement durable, c'est que les gens doivent être informés, puis je suis désolée, là, mais il y a énormément de choses qui restent dans les universités, sur les bureaux des gestionnaires, puis je pense que pourquoi on veut valoriser puis partager les données, c'est pour éduquer les gens, puis pour pouvoir avancer. Les 3 derniers jours, j'étais aux États-Unis, puis je me suis rendu compte que le Québec est isolé à cause du fait qu'on est francophone. Donc, on n'est pas au courant de tout ce qui peut se faire juste à côté de chez nous. J'étais à 4 heures de route. Donc, je trouve que juste au moins ça, qu'on puisse valoriser ce qui se fait bien au Québec en termes de données, on va finir par avoir un développement durable parce que quand les gens sont ignorants, ils vont développer n'importe comment, ils vont faire des choses qu'ils savent juste pas. C'est une question de savoir. Merci beaucoup. Je pense